Merci à Emmanuel donc, de me donner l'occasion de parler, puis de nous pousser toujours à réfléchir sur des sujets difficiles. Pour situer ma pratique médicale, donc je suis cancérologue pédiatre depuis 20 ans à l'hôpital Trousseau, et je voudrais quand même dire, pour que les choses soient un peu connues par tout le monde, ce qui n'est peut-être probablement pas le cas, que ces cancers peuvent toucher des enfants quasiment depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, et donc ça va nous donner à accueillir des enfants d'âges très différents, de possibilités d'expression de leurs désirs très différents, et de travailler en permanence dans une relation triangulaire, parents, enfants, soignants, soignants, parents, enfants, comme vous le voulez, puisque c'est une relation qui doit être très dynamique et où l'information doit pouvoir circuler dans tous les sens. Ce qui est important aussi, c'est de dire que dans notre spécialité, 80% des enfants vont guérir, et que ça, c'est arrivé à partir des années 70. Je crois que Madame Albi est toujours là. Madame Albi, qui était une référence pour mon chef de service, Monsieur Leverger, et qui avait promu aussi l'information aux enfants sur leurs maladies graves, mais qu'à partir des années 70, les progrès ont été considérables, et aujourd'hui, 80% des enfants peuvent guérir. Si on s'intéresse, je suis désolée, je vais commencer comme un bon docteur que je suis, avec plein de chiffres. Puis après, je vous raconterai 2 histoires. Mais les docteurs adorent les chiffres, vous le savez, et les études. Si on s'intéresse au nombre de décès d'enfants, aujourd'hui, 7500 enfants décèdent chaque année, alors qu'il y a 550 000 adultes. C'est pour vous donner la proportion, et ça me paraît important de l'avoir à l'esprit. Et parmi ces 7500 enfants, 2500 décèdent en période périnatale, néonatale. 2500 vont décéder à l'adolescence suite à des traumatismes ou des suicides. Un certain nombre d'enfants vont décéder avant 20 ans de polyhandicap, de maladies génétiques. Et la première cause de décès par maladie, c'est le cancer de l'enfant, avec environ 500 décès par an. Ça représente pour un service comme le nôtre, qui accueille à peu près 120 nouveaux malades par an, environ 25 enfants qui ne guériront pas de leur maladie et qui décéderont chaque année. Quel que soit leur âge, cependant, on a appris que les enfants étaient conscients, percevaient leur risque de mort et la mort éventuellement de leurs compagnons d'hospitalisation. J'avais eu l'occasion de travailler sur cette question de l'information à l'enfant autour de sa mort. Il y a un certain nombre d'études suédoises en particulier qui ont montré que les parents qui avaient pu échanger autour de cette mort possible avec leur enfant que le fait d'avoir pu en parler avait un impact positif sur leur deuil à venir. Je suis pressée, mais il faut quand même que je reprenne mon souffle, sinon ça ne va pas tenir. Je suis désolée. Voilà, et c'est important d'avoir cette notion-là, de savoir que toutes les notions de concept de mort aussi sont très bousculées par la maladie grave, qui va faire que l'enfant va se questionner pas de manière attendue parfois, et de manière parfois très surprenante. Et il faut savoir simplement parfois lui demander ce qu'il a compris de la situation, ne pas répondre par de la fausse réassurance. Je vous invite tous à relire Oscar et la Dame Rose, avec tous ces soignants qui disent à Oscar « Mais non, Oscar, tu ne vas pas mourir ». Et là, Oscar va s'arrêter de poser des questions parce qu'il sait qu'il n'aura pas en face de lui des adultes à qui il peut poser la question. Et il faut aussi savoir entendre tous les messages indirects. Je citerai la phrase qui est connue parce qu'elle a fait l'objet du titre d'un film qu'une petite fille de 6 ans avait demandé à sa maman, qui était « Est-ce que les doudous vont au ciel ?» Et c'était sa façon manifeste de parler de sa propre mort. Alors, un petit mot des soins palliatifs pédiatriques, dont moi j'ai le sentiment qu'ils font partie, malgré tout, Madame Zuckman, excusez-moi, de notre culture pédiatrique. C'est-à-dire finalement d'accompagner l'enfant, quelle que soit l'issue de sa maladie. Évidemment, on rêve tous de guérison au début d'une maladie, mais on sait qu'elle peut ne pas survenir. Et donc c'est cet accompagnement en tant que pédiatre que j'ai appris. Ces soins palliatifs se sont structurés à partir de 2011 avec la création d'équipes régionales, une seule par région, et ça c'est justifié par la rareté de l'événement, même si c'est un événement intolérable. Ce ne sont pas des réseaux, ce sont des équipes qui vont soutenir les services de pédiatrie, qui sont en direct avec les enfants et qui vont les soutenir dans leur accompagnement et leur questionnement. Et Palipède est l'équipe qui a été créée en Île-de-France. Je vais me permettre de vous rapporter justement sur l'hémato-oncologie une étude qui a été faite par Palipède qui nous permettait d'avoir une vision de ce qu'était la situation de la prise en charge palliative des enfants vivant en Île-de-France et décédant des suites d'un cancer. Donc on avait fait cette étude en 2010, et il y a 6 ans, les choses ont certainement évolué. On avait repris la situation de 51 enfants pour lesquels aucune solution thérapeutique ne pouvait être proposée. Et on avait retrouvé malgré tout que dans les dossiers, dans 80% des cas, une information était notée sur la situation palliative.
et que dans 70% des cas, cette décision avait été prise au décours d'une réunion pluridisciplinaire. La famille avait été informée quasiment dans tous les cas, avec une médiane de 53 jours, un peu moins de 2 mois avant le décès, mais pour certains enfants, c'était des délais beaucoup plus longs et parfois même jusqu'à 18 mois. L'information qui était donnée à l'enfant était peu notée, mais elle était manifestement plus fréquente plus les enfants étaient âgés. Et dans 9 dossiers sur 51, on avait pu trouver une lettre de non-réanimation, donc une lettre qui avait été remise potentiellement à la famille, en particulier pour les retours au domicile. Dans les dossiers médicaux, un certain nombre d'adolescents avaient manifestement été clairement associés aux décisions concernant leur fin de vie. Plus de 50% des enfants, pas des adolescents, auraient, et je dis auraient parce qu'il a été extrêmement difficile de l'évaluer, bénéficié d'une sédation au midazolam dans les 48 dernières heures. Mais ce qu'on n'arrive pas à retrouver dans les dossiers, c'est la profondeur de la sédation. Et bien souvent, on a, dans notre expérience, des enfants qui reviennent un peu, qui repartent, qui reviennent un peu. Donc je ne peux pas dire si elle correspond à une sédation exactement au terme de la loi. Mais quand même, pour 50% des enfants, on retrouve l'utilisation d'un médicament sédatif à forte dose. Ces données ont 6 ans et montrent qu'une démarche palliative, malgré tout, était mise en place. Donc, je vais quitter les chiffres et je vais vous rapporter 2 histoires qui, pour moi, illustrent des questionnements. La première, c'est celle d'une petite fille, Amy, qui a 2 ans quand elle est prise en charge pour une leucémie. Malheureusement, et malgré une greffe de moelle, elle est considérée comme sans solution thérapeutique. Dominique Davout m'a fait retirer échec. Elle m'a dit, c'est pas un beau mot, échec. Parce qu'évidemment, échec, c'est aussi très mal vécu par les soignants. Donc on va dire sans solution thérapeutique. Elle a alors 6 ans, donc elle est à plus de 4 ans de différents traitements. C'est une petite fille qui a une intolérance totale aux hospitalisations et nous allons alors mettre en place des chimiothérapies palliatives parce qu'elle garde une excellente qualité de vie qui vont permettre de limiter les hospitalisations. Pour Amy, ça serait déraisonnable que de l'hospitaliser. Pendant 3 ans encore, elle va recevoir des traitements en hôpital de jour et surtout continuer à aller à l'école et vivre comme une petite fille de son âge. 3 semaines avant son décès, elle a alors 9 ans, je vous rappelle que son histoire a commencé à 2 ans, elle exprime un réel ras-le-bol en s'opposant aux soins et nous dit pour la première fois « j'en ai marre ». Les douleurs apparaissent très vite et le seul objectif alors devient de gérer ces douleurs. 2 jours avant son décès, elle convoque les soignants à l'hôpital de proximité dans lequel elle est hospitalisée, pour dire un mot à chacun d'entre eux. Les parents avaient exprimé le désir qu'elle décède dans un hôpital près de chez eux et non au domicile. Elle décédera sédatée, avec plusieurs médicaments sédatifs et antalgiques, car les douleurs sont extrêmement importantes puisqu'elle a une atteinte méningée. Les parents nous remercieront et parleront d'une mort sereine. Dans mon expérience, je voudrais témoigner de nombreux enfants qui vont rester engagés dans le processus de vie de manière très importante, certains nous réclamant même des cours de maths 48 heures avant leur décès, alors même qu'ils ont exprimé la compréhension de leur situation et qu'ils sont épuisés physiquement. Peut-être l'ambivalence dont nous parlions tout à l'heure, des allers-retours entre la vie et une réalité plus difficile. La deuxième histoire, qui est douloureuse pour moi, je l'avoue, est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui a été traité pour une tumeur osseuse à l'âge de 14 ans. C'était un adolescent qui, dès le diagnostic, est très révolté, très provocateur. Et malheureusement, il va rechuter très rapidement et les différents traitements vont échouer. 1 mois environ avant son décès, il vient seul en consultation, il a alors 17 ans, très en révolte vis-à-vis de ses parents. Il vient depuis plusieurs consultations seul et me demande, dans les yeux, s'il va mourir. Difficile, à 17 ans, d'autant qu'il me prend la main pour me le demander. Et je lui réponds qu'effectivement, c'est peut-être pas très courageux, il ne pourra pas guérir, il part assez révolté et je préviens ses parents. Le soir même, en fait, il essaye d'absorber un certain nombre de plaquettes d'antidépresseurs qui lui avaient été prescrits quelques semaines précédentes, mais ses parents le font vomir, il refuse de toute façon de revenir à l'hôpital et surtout de me voir. Il ne reviendra pas, mais heureusement, une HAD est mise en place et il va assurer des soins de confort, puisque c'est un garçon qui va avoir à la fois, principalement une détresse respiratoire majeure. Des mois plus tard, le téléphone sonne et son père m'appelle.
il me raconte que la nuit de la mort de son fils, en fait, au moment de la dégradation respiratoire, son fils lui a demandé de lui donner à prendre de fortes doses d'anxiolytiques et que le père les lui avait données. Il avait, en tant que père, le sentiment d'avoir accéléré la mort de son fils. Je lui ai expliqué alors qu'il avait été dans une démarche qu'on aurait pu appeler une sédation, ou une anxiolyse, et qu'il avait simplement essayé de répondre aux angoisses de son fils. Pour ce jeune homme qui avait décidé de couper des liens avec l'hôpital, pour moi, nous n'avions pas assez anticipé la possibilité de ce qui pouvait se passer à la maison et notre démarche palliative était incomplète. Je voudrais insister sur le fait qu'en 20 ans, je peux compter sur les doigts de la main, je pense que nous sommes beaucoup dans cette situation, les demandes d'euthanasie de la part des parents et encore moins de la part des enfants, et qui sont émises quand elles l'ont été, quand les symptômes difficiles surviennent. La sédation est l'explication du processus de fin de vie, et j'insiste là-dessus, on a affaire à des jeunes parents qui n'ont jamais rencontré la mort, qui ne savent pas et qui nous disent « racontez-moi comment ça se passe la mort ». Et les soignants ont beaucoup de mal à expliquer ce qui se passe physiologiquement, les derniers souffles, les bruits qu'on peut entendre, etc. Et on voit bien comment ils sont apaisés quand on ose aborder de manière pragmatique, je trouve, ces aspects-là. Et je trouve que bien souvent, la sédation profonde ou au moins une antalgie d'excellente qualité et l'explication de ce processus apaise beaucoup de situations difficiles. J'insisterai aussi sur un point, c'est que entre 1970 et 2010, en hématologie pédiatrique, on prescrivait quasiment toujours les mêmes médicaments, mais différemment. Mais c'est ce qui avait permis les progrès. Et aujourd'hui, on est dans une explosion de nouvelles molécules qui me paraît être un danger dans notre démarche palliative, car effectivement, les jeunes médecins ou même les plus anciens, avec ces nouvelles molécules qui sont des nouvelles approches, des thérapies ciblées, etc., me paraissent évoquer de moins en moins tôt la possibilité d'un accompagnement palliatif pour ces enfants. Donc c'est une vigilance à laquelle il faut être attentif, sachant que les parents, avec Internet, ont aussi accès à toutes ces informations sur ces nouvelles thérapeutiques et sont très demandeurs. Et je pense que là, on peut rapidement enchaîner des lignes de traitement et entrer dans quelque chose qui serait déraisonnable. Avant de conclure, je voudrais citer la phrase d'un papa qui, après le décès de son fils, nous avait remercié, nous avait dit par ces mots « La leucémie avait interrompu la vie de mon bébé. Les soins que vous lui avez apportés nous ont permis d'avoir le temps de rencontrer notre petit garçon. » C'est vrai que ce petit garçon était tombé malade à 6 mois, il est décédé à 2 ans. Et je trouve que ce message de vie, cette rencontre qui avait pu avoir lieu, même si au total ce petit garçon était décédé, est un message fondamental. Pour conclure, il me semble, au-delà de la question de la sédation ou de l'euthanasie, ce qui est important, c'est la question du lien qui va être au cœur du parcours de soins de ces enfants que nous rencontrons. Le lien parent-enfant, évidemment, qui va devoir se maintenir, le lien parent-équipe, et puis le lien équipe-enfant, avec comme support principal la parole, qui doit pouvoir aborder une question aussi difficile que celle de la mort d'un enfant. Merci à vous. Merci Anne. Alors avant que tu nous quittes, j'ai juste une question à poser, parce que tu ne pourras pas y répondre tout à l'heure. Est-ce que la loi du 2 février 2016 a apporté dans la pratique et dans la relation avec les parents et puis avec aussi ces jeunes quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'elle n'est pas véritablement prégnante par rapport à la pratique en oncopédiatrie ? On avait eu l'occasion de faire un séminaire entier avec M. Leonetti sur la place de la loi, la première, en pédiatrie. Et c'est vrai que vous l'avez dit, la pédiatrie avec en plus, quand même sur une grande partie de la pédiatrie, des enfants non verbalisants, n'était pas abordée dans la première loi en problématique. Enfin voilà. Et la difficulté, c'est la même que dans le polyhandicap. C'est qui doit-on écouter ? La parole des parents. Parfois, on a des parents qui nous disent « c'est insupportable pour moi, il faut que ça s'arrête ». Et puis, on a l'enfant qui joue ou qui demande un cours de maths à côté. Donc, nous, on n'a pas les réponses là-dedans. Je crois qu'on est, certains l'ont dit, d'autres médecins, on est obligé d'avancer situation par situation. Et ce n'est pas la loi, je pense que c'est plus la réflexion, le questionnement. Peut-être que la loi incite à la réflexion et au questionnement, mais c'est plus ça qui va nous faire avancer dans chaque situation. On observe, on a évoqué le travail
qu'avait fait Nicolas Albi, on a chez Guy Leverger, enfin toutes ces équipes ont depuis des décennies des vraies réflexions de fond, des réflexions sur la décision, sur le processus décisionnel, qui ne sollicitaient pas la loi, mais une expertise et qui s'ajustaient finalement à la complexité. Alors est-ce que la loi permet de faire mieux ? Est-ce que la loi c'est un repère avec des normes dont on avait besoin ou pas ? Je pense que ce qui est positif, c'est l'aspect concertation pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, dans des situations complexes. La formalisation, pas de la sédation, mais de la question autour de la sédation. C'est pas tant... Et puis de se questionner sur ce qui est raisonnable, pas raisonnable. Voilà. Je ne parle pas d'obstination, mais juste, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est acceptable ? Cette petite fille qui disait, moi, je ne peux pas dormir à l'hôpital, on aurait pu lui proposer d'autres choses, mais elle ne pouvait plus. Donc voilà, je trouve que peut-être le fait d'avoir une loi nous oblige à nous questionner, mais je ne sais plus qui disait, on n'est pas obligé non plus de l'appliquer à la lettre comme une loi, mais voilà, plus comme un... Et puis la dernière question, je sais que tu es sur le grille. Parce que je suis bien là. La dernière question... On a je vais laisser la parole aux autres. Parce que... Oui, non, mais parce que tu dois partir. Alors, comme ça, j'aurais, au nom de la collectivité, posé des questions qu'aurait pu te poser. Tu as évoqué la difficulté d'anticipation pour un des cas cliniques qui a été évoqué. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les directives anticipées et ce que c'est anticiper, finalement, une situation dont on sait qu'elle risque de se produire ? C'est-à-dire, on a la directive anticipée, on a la difficulté à anticiper qui n'a rien à voir avec la rédaction de directives anticipées. Non, ce que je voulais plus dire, c'est que je crois qu'en tant que médecin, quand on accompagne un enfant dont on sait qu'un enfant et une famille dont on sait que l'enfant va décéder, il faut qu'on puisse imaginer tout, y compris la rupture du lien et qu'est-ce qui va pouvoir quand même se poursuivre pour que les choses se passent de la manière la moins difficile possible. Et malgré tout, ce papa m'a rappelé des mois plus tard et j'ai eu plusieurs échanges avec lui. Mais voilà, je crois qu'il faut se dire, il faut imaginer tout et tout mettre en place dans la mesure du possible pour que finalement, il n'y ait pas de solitude et qu'il n'y ait pas d'isolement. Voilà, c'est ça mon sentiment. Merci. On peut applaudir Anne Lovrégion. Alors, elle fait partie de notre communauté, comme on dit, c'est la communauté Internet et autres. Donc elle fait partie de notre communauté. Donc vous pouvez lire les travaux aussi sur notre site. Merci infiniment. Alors on va continuer. Non, mais il n'y a pas à être désolé. Mais d'autant plus que tu pourras regarder la suite, puisque Patrice Dubos filme, et puis qu'on est dans des rencontres quand même très très régulières. En tous les cas, un immense merci à toi.